Le paradoxe du procureur a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs versions. Et celle que je vais vous citer ici, c'est une version assez récente, puisqu'elle date du début du XXIe siècle. Il s'agit d'une affaire, d'un fait divers qui s'est déroulé en Angleterre à la fin du XXe siècle. Il s'agit donc de l'affaire qu'on appelle aussi l'affaire Sally Clark. En 1996, les époux Sally Clark et Steve Clark ont vu leur vie basculer. C'était des gens tout à fait normaux. Des gens normaux pour dire que ce sont des gens, que c'était une famille qui n'avait pas de problème particulier, que c'était une famille où les époux, ils buvaient pas, ils fumaient pas, ils se droguaient pas, ils n'avaient pas de problème d'argent, ils n'avaient pas de... Enfin bref, la famille normale, quoi. Dans la norme, quoi. Et là, ils ont connu un gros problème, un gros souci à la fin du XXe siècle. Ils ont perdu leurs 2 enfants de la mort subite du nourrisson, à 13 mois d'intervalle. Je dis leurs 2 enfants, à vrai dire, leurs 2 fils, parce qu'ils avaient aussi une fille. Ils ont perdu leurs 2 fils de la mort subite du nourrisson à 13 mois d'intervalle. Alors, la mort subite du nourrisson, vous le savez, c'est quand même quelque chose de pas très fréquent. Mais alors, 2 morts subites du nourrisson à 13 mois d'intervalle, alors là, c'est franchement rare. C'est très rare, et bien sûr, ça a mis la puce à l'oreille, ça a suscité bien sûr un intérêt particulier des autorités. On s'est penché sur le problème, et rapidement, eh bien, les époux Clark ont été soupçonnés d'avoir tué leurs enfants, et Sally Clark a été inculpée. En 1999, elle a été condamnée, elle a été jugée, condamnée à la réclusion perpétuelle, à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui est d'étonnant dans cette histoire de procès Clark, c'est qu'elle a été condamnée sans pratiquement aucune preuve. Aucune preuve matérielle, enfin aucune preuve médico-légale. Elle a été condamnée simplement sur une déclaration du pédiatre. Il y a un pédiatre qui a été convoqué qui a été convoqué à la barre pour parler de la mort subite du nourrisson, pour parler des infanticides également, et de toutes les maltraitances infantiles. Quand il en a parlé, il a d'abord exposé le fait que la mort subite du nourrisson, c'était forcément quelque chose de très rare. La mort subite du nourrisson se produisait dans un cas sur 8543. Donc, que la probabilité d'avoir 2 morts subites du nourrisson, coup sur coup, à 13 mois d'intervalle, ça devait être de l'ordre de 1 sur 8543 au carré. Alors, quand on lui a demandé ce que ça voulait dire, si ça voulait dire que Sally Clark était innocente, c'est un peu tourné au réquisitoire. Il a dit, mais je vous dis quelque chose qui peut être à peu près ça. Alors, il a dit, mais vous comprenez ce que ça veut dire que les 2 enfants sont décédés de la mort subite du nourrisson, si Sally Clark est innocente, que la probabilité que ces 2 enfants soient décédés de la mort subite du nourrisson est de 1 sur 8543, c'est-à-dire à peu près 1 sur 73 millions, ça veut dire que c'est pas le fruit du hasard. Ça veut dire que l'innocence, que Sally Clark est forcément coupable avec une probabilité, d'abord elle est forcément innocente avec une probabilité de 1 sur 73 millions, donc coupable avec une probabilité de plus de 99,9999%. Bon, ces paroles ont certainement fait mouche. Ces paroles ont certainement impressionné vivement les jurés, qui ont retenu ça d'ailleurs, et qui l'ont condamné. Mais, bien sûr, il y a une grosse faute dans le raisonnement du médecin. Alors, c'est vrai que le 1 sur 8543 au carré, c'est discutable. C'est discutable, il était parti de l'idée que si on a une mort subite du nourrisson, c'est 1 sur 8543, donc la probabilité de 2 morts subites du nourrisson, ça serait son carré. Il a fait comme si les événements étaient indépendants. En probabilité, pour ceux qui connaissent, il a fait comme si les événements étaient indépendants, donc il a considéré le carré, mais ce n'est pas vrai du tout. À vrai dire, la probabilité que les 2 enfants soient décédés, en supposant que la mère soit innocente, est bien plus grande que ça.
elle n'est pas de 1 sur 8543, mais environ de 13 sur 1 million, 13 pour 1 million. C'est beaucoup plus grand. Mais ça ne change pas finalement fondamentalement le problème, c'est-à-dire qu'avec son raisonnement, Stanley Clarke était quand même condamné. Avec son raisonnement, même s'il avait donné des bons chiffres, Stanley Clarke aurait été condamné parce qu'on en serait arrivé à la conclusion qu'elle était coupable avec une probabilité supérieure à 99,998%. Donc, de toute façon, ça ne changeait rien. Non, sa vraie faute, c'est de considérer que la probabilité que les enfants sont décédés, en supposant que la mère est innocente, c'est la même que la probabilité que la mère soit innocente, en sachant que ses enfants sont décédés. C'est ça qu'il a considéré. Il a dit la probabilité que la mère soit innocente est de 1 sur 8543 au carré, sachant que les enfants sont décédés. Non, c'est pas vrai. Il y a deux probabilités là qui sont très différentes. La probabilité de A sachant B, comme on le dit chez nous en formule, on dit un événement A, un événement B. La probabilité de l'événement A sachant l'événement B, c'est pas la même chose que la probabilité de l'événement B sachant l'événement A. Et moi, je refais les calculs, bien sûr, comme beaucoup l'avaient refait avant moi, et je suis tombé dans les mêmes chiffres que les autres ont trouvés. En refaisant les calculs, la probabilité de la mère, de l'innocence de la mère, n'était pas de 13 sur 1 million. Sur combien j'avais dit tout à l'heure ? 13 sur 1 million, c'était ça, hein ? Eh bien, c'était de l'ordre de, moi j'ai trouvé, de l'ordre de 560 000 sur 1 million. C'est-à-dire 56%, si vous préférez. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre les chiffres qui sont formidables. Alors je vous montrerai comment j'ai fait, bien sûr, hein, vous allez voir tout ça. Vous allez avoir tout ça dans le détail, ne vous inquiétez pas. La probabilité que la mère soit innocente, sachant que les deux enfants sont décédés, est donc confondue, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment la plus grosse faute qu'on fait et qui se fait aujourd'hui. Attention, il faut bien croire, il ne faut surtout pas croire. Je suis en train de vous raconter une petite histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, mais j'aurais très bien pu vous raconter une autre histoire qui se passe actuellement. La probabilité que la mère soit innocente, sachant que ses deux enfants sont décédés, est confondue avec la probabilité que les enfants soient décédés, sachant que la mère est innocente. Eh bien, retenez bien, ces deux choses fondamentalement différentes. Et vous allez voir que les calculs nous montrent que ce n'est pas du tout pareil. Alors, pour vous expliquer tout ça, j'ai décidé de vous faire un modèle. De prendre comme modèle celui qu'on pourrait appeler le paradoxe du test médical ou des tests médicaux. C'est un modèle. Alors, un modèle, qu'est-ce que c'est ? C'est une situation simplifiée qui va être épurée. Hein, c'est une situation qui va être simplifiée au niveau des calculs. Il n'y aura pas de calcul. Et puis, bon, si vous voulez, ça peut s'appliquer à beaucoup de situations. Donc, j'ai pris comme modèle celui du test médical. Alors, ici, on va supposer qu'on est en Bretagne, ça on n'a pas besoin de le supposer, et que dans notre région, il y a une maladie, une épidémie, quelque chose de très grave qui ravage notre région. Et bon, alors on va lui donner un nom, de toute façon, on ne va pas toujours dire la maladie, l'épidémie. Comme on est en Bretagne, je l'ai appelé la corriganite. Donc on appellera ça la corriganite, la maladie donc ici qui ravage la Bretagne actuellement. Disons qu'il y a des choses qui ne sont pas très intéressantes, les symptômes ne sont pas particulièrement intéressants, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça peut commencer par des maux de tête, des vomissements, de la fièvre, enfin vous mettez-y toutes les joyeusetés que vous voulez, ça n'a aucune importance. Ça rentre pas vraiment dans le modèle ça. Comment savoir qu'on a cette maladie ? Écoutez, il y a les symptômes bien sûr. Les symptômes peuvent être plus ou moins violents, intenses suivant les personnes, et puis ça peut correspondre aussi à ça peut être des symptômes de choses un peu différentes aussi. Et puis il y a aussi des tests qu'on peut faire chez son médecin préféré, ou bien aussi en pharmacie. Vous pouvez faire un test en pharmacie. Je vais tout de suite vous montrer ce qui se passe. On va supposer donc dans notre modèle que vous avez été faire des tests. Ah oui, j'ai oublié de dire, il me faut des personnages pour mon test, pour mon modèle. Eh bien, mes personnages, écoutez, ça sera vous. Ça sera vous qui allez être les cobayes de mon modèle. Donc, c'est vous qui allez à la pharmacie, donc vous êtes malade, vous avez passé une nuit affreuse,
Et puis, bon, vous pensez que vous pouvez très bien avoir, compte tenu des symptômes que vous avez, que vous pouvez très bien avoir la corriganite. Vous allez donc à la pharmacie pour passer le test, et puis bien sûr, vous en doutez, c'est écrit, la vérité tombe, bien sûr, le test est positif. Alors, vous en doutiez quand même un petit peu, sinon vous ne seriez pas allé à la pharmacie. Mais enfin, vous espériez quand même un autre résultat, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? A priori, vous ne pouvez rien en déduire, forcément, vous ne pouvez rien en déduire, puisque je ne vous ai pas encore dit ce que valait ce test. Alors, on va prendre des nouvelles. Vous demandez au pharmacien, et le pharmacien vous dit que ce test est fiable à plus de 90%, en ce sens que 95% des personnes malades, il a été testé sur des personnes malades et non malades, 95% des personnes malades ont eu un test positif, c'est ce qu'on appelle la sensibilité, et 90% des personnes non malades ont eu un test négatif. C'est ce qu'on appelle la spécificité du test. Sensibilité 95%, spécificité 90%, ça fait effectivement un test qui peut être reconnu comme fiable. C'est un bon test. Voilà, eh bien écoutez, maintenant c'est à vous, maintenant vous êtes les cobayes, alors c'est à vous de jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va faire un petit quiz. Est-ce que vous pensez que vous êtes malade? C'est sûr que vous êtes malade, alors vous pensez que vous avez plus de 90% de chances d'être malade, que vous avez entre 80 et 90% de chances d'être malade, c'est-à-dire que vous pensez être malade, mais que peut y avoir un doute, mais pas beaucoup. Hein. Entre 50 et 80, là ici ça va du peut-être bain finalement, oui, je suis certainement malade, mais bon. Entre 20 et 50%, là, vous n'y croyez pas trop. Vous n'y croyez pas trop, mais finalement, si on vous dit que vous êtes malade, vous pouvez quand même le penser que c'est vrai. Moins de 20%, vous n'y croyez pas. Alors là, franchement, vous avez passé un test, il est positif, vous ne croyez pas du tout être malade. On ne sait pas. On ne sait pas, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas, ça veut dire que, malgré tout ce que je vous ai dit, il n'y a aucune conclusion. On ne peut rien dire de la valeur de ce test. Allez, on commence, plus de 90%. Ceux qui pensent être malades, qui pensent avoir plus de 90% de chances d'être malades. Bon, ça ne fait pas beaucoup, hein. Entre 80 et 90%, ça commence à se décider. Entre 50 et 80%, entre 20 et 50%, il y a quand même quelques personnes. Moins de 20%. Et puis, on ne sait pas. Là, c'est la majorité. C'est la majorité, on ne sait pas, on ne peut rien dire. Vous avez été à la pharmacie, vous avez passé le test, mais peu importe le résultat, on ne sait pas. C'est bien ça, hein? Bon, alors, là-dedans, dans tout ce que vous avez dit, il y a des bonnes réponses. Et la bonne réponse, je ne vous la donnerai pas. La bonne réponse, moi, je ne vais pas vous la donner. Non, c'est vous qui allez la trouver. Il y en a qui l'ont trouvée déjà. La bonne réponse, c'est vous qui allez la trouver. Je vais vous aider un petit peu. Je vais vous donner... Oh, c'est joli, ça. Mais on n'y est pas. Je vais vous donner... Bon, je vais vous donner quelques indications. Tout au moins, je vais vous donner un scénario pour essayer de voir, pour essayer de vous faire une idée, pour ceux qui n'auraient pas trouvé. Voilà, donc vous êtes à la pharmacie, votre test est positif. Et bon, vous allez rentrer chez vous, vous apprêtez à suivre les conseils sanitaires, prendre un paracétamol, et puis rester confiné pendant 8 jours, c'est les conseils sanitaires qui ont été donnés. Pour tuer le temps, vous mettez la télévision, et puis justement, c'est l'heure des informations. Et là, il y a un journaliste qui parle de la corriganite précisément. Et puis il dit, la corriganite c'est épouvantable, ça touche toute la Bretagne. Mais alors vraiment il y a un secteur en Bretagne qui est particulièrement touché, alors là c'est l'Agnon Côte d'Armor, là-bas, l'Agnon Côte de Granit Rose, c'est épouvantable, là-bas, ça tombe comme des mouches. Là-bas, il y a à peu près, on n'ose pas y aller d'ailleurs, on va vous donner une estimation, il y a à peu près 1 personne sur 10 qui est malade. 1 personne sur 10 qui serait contaminée. Alors je vous repose le quiz.
Est-ce que vous pensez, et vous qui avez fait un test, il est positif, est-ce que vous pensez avoir plus de 90% de chances d'être malade? Toujours pas. Entre 80 et 90%. Entre 50 et 80%. Entre 20 et 50%. Moins de 20%, vous pensez que vous pouvez avoir moins de 20% de chances d'être malade, et on ne sait pas? Bon, alors, je ne vais pas vous donner tout de suite la réponse. Je vais d'abord vous donner un autre scénario pour affiner un petit peu tout ça. Un deuxième scénario, cette fois-ci, donc vous êtes rentré chez vous, vous avez pris votre paracétamol, vous êtes apprêté à rester confiné pendant 8 jours, vous avez mis la télévision, il y a le journaliste qui parle et qui dit « Oh, bah, écoutez, la chorioganite, c'est grave, mais il y a un secteur en Bretagne qui est miraculeusement protégé. » On ne comprend pas pourquoi, mais Lannion, Côte de Granit Rose, il n'y a pas de cas. Il n'y a pratiquement pas de cas. Alors, d'après vous, est-ce que vous êtes malade, oui ou non? Quels sont ceux qui pensent avoir plus de 90% de chances d'être malade? Là, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein, entre 80 et 90%. Ouais. Entre 50 et 80%, ça commence à se décider. Entre 20 et 50%, ah oui. Moins de 20%. Il y a beaucoup de personnes qui pensent moins de 20%. Et toujours pareil, on ne sait pas. Il n'y a pas moyen de se décider malgré toutes les informations qu'on vous donne. Bien. Mais vous avez peut-être vu quand même certaines personnes, certains d'entre vous ont changé d'avis. Et qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? C'est peut-être que je vous ai donné des informations très différentes, que dans un cas, je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de malades, et que dans d'autres cas, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas. Donc on peut légitimement penser que s'il y a beaucoup de malades, on a plus de chances d'être soi-même contaminé. Et s'il y a personne, s'il y a autant de malades que de malades de la malaria, écoutez, il y a quand même très peu de chances d'être contaminé. Ok, hein, c'est un peu logique. Alors on va faire un dernier quiz. Là, cette fois-ci, c'est du sérieux. Là, cette fois-ci, on va se mettre dans une condition qui pourrait après tout être une condition qu'on connaîtrait, je ne sais pas. On va supposer cette fois-ci que la prévalence, je précise, la prévalence, c'est la proportion de personnes malades. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans le premier scénario, 10% de la population pouvait être atteinte de la chorioganite. Ça voulait dire que la prévalence, c'était 10%. Ici, je vous donne une prévalence de 1%. 1% de la population pourrait être concernée. 1%, ça ne fait pas beaucoup, et en même temps, c'est pas mal. Réfléchissons un petit peu, 1%, ça veut dire quand même, rien que pour rester à l'échelle locale, ça veut dire que si vous allez faire vos courses, ici dans la région, vous avez toutes les chances du monde de croiser des personnes qui sont atteintes de la maladie. Hein? Ok, hein, c'est ça. Après, faites les calculs pour voir ce que ça représente à l'échelle. Si pour la France, il y avait 1% de personnes malades, ça fait quand même pas mal, ça fait quand même 700 000 personnes, entre 600 et 700 000 personnes qui seraient atteintes de la maladie, hein, par exemple, à l'échelle de la France. Donc c'est quand même assez important, et en même temps, sans être beaucoup, c'est beaucoup. Alors je vous repose pour la dernière fois le quiz, et je vous donne après les réponses. Plus de 90%, vous pensez être malade à plus de 90%, si. La prévalence est de 1%. La sensibilité de 95%, c'est-à-dire que sur les personnes malades, 95 d'entre elles, sur 100 personnes malades, 95 d'entre elles ont un test positif. Et la spécificité de 90%, c'est-à-dire que sur 100 personnes non malades, 90 auront un test négatif. Voilà, donc quels sont ceux qui pensent à être atteints de la maladie à plus de 90%? C'est toujours pareil, vous n'y croyez pas. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait dans les médias, mais franchement, vous n'y croyez pas du tout. Hein. Entre 80 et 90%, ouais. Entre 50 et 80%,
Entre 20 et 50%. Ah, vous y croyez pas du tout, enfin pratiquement pas, moins de 20%. Et puis, toujours pareil, toutes les informations qu'on vous donne ne vous permettent pas de conclure. Bon, eh bien écoutez, je vois que c'est quand même des réponses un peu timides. Mais derrière tout ça, il y a quand même des bonnes réponses quand même. Hein. Est-ce que avec cette prévalence de 1%, vous avez plus de 4, quand vous faites un test, qui a une prévalence de 1%, que le test est quand même fiable avec les paramètres que je vous ai donnés, est-ce que vous avez plus de 90% de chance, disons de risque, d'être malade? La réponse est non. Entre 80 et 90% alors, pas davantage. Entre 50 et 80%, ah, non plus. Entre 20 et 50%, non. Moins de 20%, oui. Et même moins de 10%. C'est-à-dire que si vous faites un test dans les conditions que je vous ai données, votre test positif vous permettra de vous faire une idée que vous êtes malade, simplement vous avez une probabilité de 8,75%. On va voir ça tout à l'heure, vous allez voir, c'est pas difficile. Vous avez vu, juste après, il y a une petite... vous avez vu ce qui vous attend. Si maintenant, on avait pris une prévalence de 10%, donc une prévalence très forte, ça ne se produit pas comme ça en principe, hein. Il y a des prévalences aussi fortes que ça, c'est quand même énorme. Est-ce qu'on a plus de 90% d'être malade si on a un test positif? Non. Avec un test positif, vous n'aurez pas non plus entre 80 et 90% de risque d'être malade si vous avez, avec une prévalence de 10%. En revanche, oui, vous aurez, il y a bien la probabilité entre 50 et 80%, oui, vous avez effectivement la bonne réponse, c'est entre 50 et 80%. Si la prévalence est de 10%, vous avez précisément 51% de chance d'être malade. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller faire un test, s'il y a 10% de malades, ce n'est pas la peine de faire un test, vous lancez une pièce de monnaie, c'est pareil. C'est exactement la même chose, c'est 1 sur 2, à peu près. Alors vous allez me dire, bon ici, d'accord, je raconte un peu n'importe quoi, je peux dire n'importe quoi, après tout, c'est vrai, j'ai la bonne place, mais je vais quand même essayer de vous prouver ce que je dis, parce que ça serait pas marrant. Vous avez vu que, juste pour prouver ce qu'on dit, on va faire des mathématiques. Je vois que tout le monde reste assis, vous n'avez pas si peur que ça, et vous avez raison, parce que si vous regardez bien le tableau, vous pouvez vous apercevoir qu'il n'y a aucune formule qui est en rapport avec ce qu'on va dire. Il n'y a rien. Donc on va tout effacer, hein, vous pouvez en être sûr. Et puis je vous ai dit qu'on allait faire des mathématiques. Faire des mathématiques, c'est pas appliquer des formules. Appliquer des formules, c'est faire du calcul. Moi je ne veux pas vous faire du calcul. Si j'ai pris un modèle, c'est pas pour faire du calcul. Faire des mathématiques, c'est faire un raisonnement. Donc on va faire un raisonnement qui ne nécessitera aucune connaissance en mathématiques, qui nécessitera de savoir ce que c'est qu'un pourcentage. En principe, ça devrait être dans la... Je pense que la plupart des gens connaissent les pourcentages, les ont vus. Je dis simplement que les pourcentages, c'est lié à des proportions. Donc, si vous voulez, quand on dit, par exemple, qu'on va faire une remise de 10% sur une somme, si c'est sur 100 €, ça vous fait une remise de 10%, ça vous fait une remise de 10 €, et si on vous dit qu'on fait une remise de 10%, toujours sur 300 €, ça vous fait 3 fois plus, 30 €. C'est-à-dire que ça ne dépend pas de la somme que vous mettrez. Vous pouvez prendre n'importe quelle somme, c'est proportionnel. Là, ici, ce n'est pas des sommes d'argent, c'est des effectifs. Vous pouvez prendre n'importe quel effectif, ça n'a aucune importance. L'effectif de ma population, ça n'a aucune importance. Ce qui va nous intéresser, c'est les proportions. Donc je vais prendre un effectif qui m'arrange bien pour ne pas avoir de calcul à faire. Je vais prendre une population de 10 000 personnes. 10 000 personnes, une prévalence de 1%. C'est-à-dire que 1% des personnes sont malades. Donc 1%, ça fait 10 pour 1000, ça fait 100 pour 10 000. Ça fait 100 personnes malades. 100 personnes malades qui passent un test et la sensibilité est de 95%.
Ça veut dire que sur les 100 malades, il y aura 95 tests positifs et 5 tests négatifs. Voilà pour cette branche. On va passer à la suivante, les personnes non malades. Il y a 99% de personnes non malades. Il y avait 100 malades, donc il reste 9900 personnes non malades. Il y a une spécificité de 90%. C'est-à-dire aussi que 90% de ces personnes ont un test négatif, donc 10% ont un test positif. C'est plus facile à calculer. 10% de 9900, ça fait 990. Il y aura donc 990 tests positifs. Vous avez 95 tests positifs d'un côté, vous avez 990 tests positifs de l'autre, total 1085 tests positifs. 1085 tests positifs, dont 95 pour les personnes malades. Ce qui vous fait donc, en proportion, 95 sur 1085, eh bien faites les calculs, moi je les ai faits pour vous, j'ai trouvé 0,0875, c'est-à-dire 8,75%. Et en faisant les mêmes calculs, si j'avais pris 10%, on a une prévalence de 10%, j'arrivais à 51%. J'arrivais donc à la probabilité qu'une personne soit malade, sachant que son test est positif, de 51%. Vous voyez ici, j'ai écrit en bleu deux choses. Ce qui vous est donné, c'est la sensibilité, c'est-à-dire la probabilité que le test soit positif, sachant que la personne est malade. On a fait les tests sur des personnes malades et des personnes non malades. On a compté, on a évalué les personnes, on a compté les tests positifs, on a tiré la proportion des personnes qui avaient un test positif parmi les personnes malades. Ça s'appelle la sensibilité, c'est cette valeur qu'on vous donne. C'est cette valeur qui est donnée, ainsi que la spécificité. À ne pas confondre la sensibilité et la valeur prédictive positive, qui, elle, n'est jamais donnée. La valeur prédictive positive, c'est celle qui vous intéresse, finalement. C'est celle d'être malade si votre test est positif. Mais celle-là, elle n'est pas donnée. Elle est à calculer. Alors pourquoi on ne vous la donne pas? Bon, il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais il y en a une qui est très bonne. On ne vous la donne pas parce que ça change tous les jours. Ben oui, bien sûr, ça change avec la prévalence. Le nombre de personnes malades, la proportion de personnes malades, eh ben, ça va changer. Donc, la valeur prédictive positive, ça va aussi changer régulièrement. Tandis que la sensibilité, elle ne dépend pas du tout de la prévalence. C'est simplement la proportion de tests positifs parmi les personnes qui sont malades, c'est tout. Si vous revenez maintenant, ou si on revient maintenant à notre affaire Sally-Clark, si on revient au paradoxe du procureur, c'est la même chose. Ici, donc, j'ai pris un peu plus de personnes, cette fois-ci, pour faire mes proportions. J'ai pris 100 000 personnes. Encore une fois, ça n'a aucune importance. On sait que l'effectif importe peu, puisque je vais simplement m'intéresser au pourcentage. Alors, 100 000 personnes, il faut savoir qu'une femme qui tue ses enfants, c'est quand même pas fréquent. Une femme qui tue ses enfants, ça fait vraiment une probabilité qui est très faible, et encore plus faible, lorsqu'il s'agit de personnes normales. Je veux dire que si la personne n'est pas malade, n'a pas de problème particulier, on évalue à peu près à une personne sur 100 000, une femme sur 100 000 qui est capable de tuer ses enfants. C'est pour ça que j'ai pris 100 000 personnes, et vous voyez un coupable, une coupable. La personne qui sera coupable, bien sûr, ben celle-là, elle n'hésitera pas à tuer ses enfants. 100% de chance pour qu'elle tue ses enfants. Donc, mort subite du nourrisson, j'ai mis 2 pour dire que ça sera pour 2 morts subites du nourrisson. Ben là, ici, j'ai marqué à côté 1, ça veut dire 1, la probabilité égale à 1, c'est-à-dire 100% de chance. 100% de chance sur une famille, donc sur un couple. Donc, ça nous fait, finalement, ça, sur un couple de morts subites du nourrisson, ça nous fait donc un couple de morts subites du nourrisson. À côté, si je considère les personnes qui ne sont pas coupables, donc les personnes innocentes, style Sally-Clark peut-être, après tout, pourquoi pas, la probabilité
S'il y a une personne qui est coupable sur 100 000, ça veut dire, après tout, qu'il y en a 99 999 qui sont innocentes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une probabilité de 13 sur 1 million pour que les enfants, pour avoir un couple, pour avoir 2 morts subites du nourrisson successives. Ce qui nous mène à finalement une moyenne de 1,23 couples de morts subites du nourrisson. Donc un total de 2,23 morts subites du nourrisson sont dans 100 000 personnes, dont 1,23 qui correspond aux personnes innocentes. Quand vous faites le rapport des deux, et bien sûr, vous trouvez environ 55%. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple, il suffit de rétablir la vérité. Mais vous voyez quand même qu'il y a quelque chose derrière tout ça. C'est que si le procès s'est déroulé dans les conditions où s'est déroulé, c'est-à-dire sans preuve, finalement, c'est parce que les personnes étaient tout à fait disposées à croire le médecin. Les personnes, les jurés, étaient tout à fait disposés à le croire, c'est-à-dire que ça ne les étonnait pas d'avoir Sally Clark coupable à plus de 99,9999%. Sachant que la probabilité de 2 morts subites du nourrisson, si la mère était innocente, était de 1 sur, de 1 sur 73 millions. Pour eux, ça paraissait normal. Et c'était complètement faux. Vous voyez ? Complètement faux. Alors c'est ça le paradoxe, c'est ça les paradoxes bayésiens. Quand ils rétablissent la vérité, on est surpris. Quand ils vous rétablissent, vous avez quelque chose auquel vous pensez que c'est juste, mais qui est complètement faux, parce que le raisonnement qui a été tenu est complètement faux, et puis quand on vous rétablit la vérité, vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, est-ce que c'est possible ? Merci de votre attention.